Donc, nous voulions vous présenter le docteur Amélie Carquet, qui a réalisé une recherche s'intéressant à l'expérience des parents d'adolescents qui ont été hospitalisés en pédopsychiatrie pour crise suicidaire et ce qui a donné lieu au socle de sa thèse. Voilà. Il faut dire que nous avons longuement délibéré en conseil d'administration pour savoir si ce thème pouvait faire l'objet d'un CAFCONF, parce qu'il s'agit d'un sujet à la fois douloureux, inquiétant et quelquefois tabou. Donc l'aborder euh, requérait des précautions. Voilà. Nous avons décidé d'oser en parler. Et puis, je vous rappelle que le 10 septembre dernier avait lieu la journée mondiale de la prévention du suicide. Nathalie, qui est avec moi, que vous voyez à l'écran, animera également cette intervention et va transférer les questions qui nous sont déjà parvenues, que vous nous avez envoyées, ainsi que celles qui arrivent sur le fil de conversation. Donc n'hésitez pas, si vous avez, des questionnements, à les transférer. Le docteur Carquet est interne en psychiatrie à Paris et va terminer son cursus l'année prochaine. Elle s'est spécialisée en psychiatrie pour les enfants et les adolescents. Elle a travaillé au sein de services variés, d'hospitalisation et consultation pour adultes, d'urgence psychiatrique, d'hospitalisation et consultation pour enfants et adolescents, d'unités de jour pour enfants, et elle a été entre autres interne dans le service du docteur Cantero que nous allons recevoir au cours du CAFCONF du mois prochain sur le secret médical. Toutes les expériences professionnelles du docteur Carquet lui ont permis de rencontrer des patients, des familles et des professionnels d'univers et de sensibilités très variées. Dès ses premiers stages, elle a été sensibilisée à la place de l'entourage des patients en psychiatrie et aux bénéfices de l'inclusion des familles. Par la suite, elle a participé au programme Connexion familiale et je vous renvoie au CAFCONF qui avait eu lieu sur ce sujet, animé par Bernard Lemercier, que vous pouvez visionner en replay, dont vous pouvez trouver le lien sur notre site internet et dans nos newsletters. Elle a également travaillé avec des pères aidants, familles professionnelles, et dans la ligne directe de son intérêt pour les patients et leurs familles, elle a réalisé une recherche concernant l'expérience de parents d'adolescents ayant été hospitalisés en psychiatrie pour crise suicidaire. Donc sa thèse, et elle s'est servie de cette étude, a été soutenue avec succès en septembre 2022, pardon. 2022 naturellement. Voilà. Amélie Carquet poursuit actuellement son internat en pédopsychiatrie et se forme au travail familial. Et j'ai tâché d'introduire aussi rapidement que possible l'itinéraire du docteur Carquet, mais vous voyez que malgré son jeune âge, elle possède déjà une expérience extrêmement vaste. Et je lui laisse la parole en précisant que nous sommes extrêmement honorés de sa présence. Voilà, c'est à vous, docteur. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation complète. Et puis merci de m'accueillir et de me faire confiance pour cette intervention. Je rajoute donc que j'avais été invitée pour vous présenter mon travail de thèse qui a concerné les parents d'adolescents qui avaient été hospitalisés pour crise suicidaire. Et dans le contexte de cette intervention à la destination un peu plus vaste de parents aussi, de patients qui souffrent de troubles schizophréniques, j'ai un peu élargi mon propos pour que ça puisse vous concerner et puis vous aider surtout dans ce que vous vivez. Donc mon domaine d'expertise est plutôt la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, il sera possible que certaines questions plus spécifiques soient moins de mon domaine. Et donc, on verra selon vos questions aussi. Alors, ah mince, j'arrive pas à partager mon écran. Euh, Il me semble que Vous c'est n'avez Dominique. pas un onglet partager l'écran?
En bas. Si, en effet, mais il est écrit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Aïe, Dominique. Dominique Lejeune. Normalement, je l'ai partagé. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, que je retrouve. Voilà. Et donc, je vais vous présenter cette intervention sur la famille face aux symptômes suicidaires d'un de ses membres. Euh, le suicide est encore une fois un sujet qui est difficile et j'imagine que ça peut amener plusieurs émotions et notamment de l'inquiétude et des angoisses. C'est une intervention assez globale. Il faut aussi vous faire confiance par rapport à vous, votre connaissance que vous avez de votre proche aussi par rapport à ça. Donc, c'est le plan de mon intervention. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai l'écran en haut. Si, On voit bien. Super. Donc, je vais d'abord définir les conduites suicidaires, ensuite vous donner quelques chiffres sur les conduites suicidaires dans les troubles schizophréniques, donc la prévalence, les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. Et puis vous parler un peu de l'expérience des familles lorsqu'un proche traverse une crise suicidaire, de vous parler un peu de mon étude et puis vous donner des outils un peu concrets pour vous aider aussi. Donc, quelques définitions sur les symptômes suicidaires. Les idées suicidaires représentent le fait de penser à se donner la mort de façon active, c'est-à-dire prendre des médicaments pour mettre fin à ses jours, ou de façon passive, par exemple, arrêter de prendre un traitement qui est vital, ou des choses comme ça. La tentative de suicide représente un comportement qui est dirigé de l'individu contre lui-même, potentiellement préjudiciable, pour lequel il existe des preuves de l'intention de mourir, mais qui n'a pas abouti au décès. Et puis le suicide est, lui, l'acte de se donner délibérément la mort et qui a, lui, abouti au décès. Alors, c'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Jolin, qui est un grand spécialiste des conduites suicidaires et du suicide en France et qui nous donne des cours à nous en psychiatrie, qui rappelle que il y a un continuum finalement entre les idées suicidaires et le passage à l'acte, mais que toutes les personnes qui ont des idées suicidaires ne vont pas passer à l'acte. Il y a un mot précis pour justement cette période de quelqu'un qui a des idées suicidaires et qui va finalement passer à l'acte, qui s'appelle la transition. Et donc, vous voyez sur le diagramme qu'il y a environ 34% des personnes qui ont des idées suicidaires qui vont avoir un plan suicidaire, c'est-à-dire ils vont inventer un scénario suicidaire avec une méthode pour passer à l'acte. Et puis, parmi celles qui ont un plan suicidaire, 72% vont passer à l'acte et faire donc une tentative de suicide, qui représente en tout environ 26% des personnes qui ont des idées suicidaires qui vont passer à l'acte. Ça veut dire qu'il y a donc à peu près 75% des personnes qui ont des idées suicidaires qui ne vont pas passer à l'acte. Les comportements suicidaires dans les troubles schizophréniques, quelques points d'épidémiologie. Ce sont des chiffres qui peuvent inquiéter, et je l'entends très bien, mais qui sont des chiffres donnés dans la littérature médicale. Il y a plusieurs études qui disent des données un peu contradictoires. J'ai essayé de les synthétiser pour vous, mais ces chiffres ne remplaceront bien sûr jamais l'expérience que vous avez avec votre proche et ne représentent pas la réalité. Ce ne sont pas des vérités absolues. On estime qu'il y a environ 5% des patients qui souffrent de troubles schizophréniques qui vont mettre fin à leur jour. Ce qui veut dire aussi, dans l'autre sens, que 95% des personnes qui souffrent d'un trouble schizophrénique ne mettront pas fin à leur jour. En prévalence vie entière de tentatives de suicide, c'est-à-dire combien de personnes feront une tentative de suicide au cours de leur vie, il y a environ 27% des personnes qui souffrent de troubles schizophréniques qui feront une tentative de suicide, ce qui veut dire là encore qu'il y aurait 73% qui n'en feront pas au cours de leur vie. Et puis concernant les idées suicidaires, ça représenterait environ 35% des patients qui souffrent de troubles schizophréniques. C'est des chiffres qui sont augmentés par rapport à la population générale, ce qui est le cas dans la plupart des maladies psychiatriques.
Je vous remettais là les définitions des facteurs de risque et des facteurs protecteurs, même si je suis sûre que vous êtes des professionnels de ces notions-là, puisque c'est en général des notions qui sont expliquées dans les psychoéducations, dans les programmes de psychoéducation. Les facteurs de risque sont des situations personnelles ou environnementales qui sont associées à une vulnérabilité accrue à un problème de santé. Ce qui veut dire que ce n'est pas une causalité, ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va avoir ce problème de santé. Les études ont juste montré que statistiquement, il y avait plus de risques d'avoir ce problème de santé quand on avait ce facteur de risque. Un facteur protecteur, à l'opposé, c'est une situation personnelle ou environnementale qui est, elle, liée à une diminution du risque de souffrir d'un problème de santé. Alors, vous allez voir que les études sont plutôt fortes pour trouver des facteurs de risque, donc qui augmentent le risque d'un phénomène de santé. Et donc là, dans le contexte, du risque de suicide dans les troubles schizophréniques, il y a plusieurs facteurs qui ont été retrouvés dans la littérature. Encore une fois, je le répète parce que ça me semble important, ce n'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va passer à l'acte. Ces facteurs de risque sont l'âge jeune, le sexe masculin, ce qui est aussi le cas en population générale. On sait qu'il y a plus d'hommes qui mettent fin à leur jour, c'est environ un ratio de 3 hommes pour une femme. Des antécédents familiaux et personnels de conduite suicidaire, des symptômes dépressifs. On sait qu'il y a que chez les personnes qui souffrent de troubles schizophréniques, il y a aussi souvent une comorbidité, c'est-à-dire qu'ils souffrent aussi souvent de dépression associée, d'avoir des idées délirantes actives ou des hallucinations, le mésusage de substances, pharmacoactives, l'isolement social. Et puis, on a constaté sur les différentes études qu'il y avait plus de risques de passer à l'acte dans les premières années, des troubles, schizophréniques et quand il y a aussi une durée plus augmentée de troubles sans traitement. Et puis, aussi lors des sorties récentes d'hospitalisation, on constate qu'il y a un risque augmenté de suicide. Quand même quelques facteurs protecteurs, mais en général, on en trouve moins. On est moins fort pour trouver les facteurs protecteurs. Là, ce que les études montrent, c'est le support social et c'est là que la famille et les proches interviennent et puis l'adhésion à un traitement efficace, ce qui peut aussi être encouragé finalement par l'entourage. Là, je mettais les réactions familiales face à la crise suicidaire d'un proche. Donc c'est des études qui ne sont pas, centrées sur un diagnostic en particulier, mais sur la crise suicidaire, en général, peu importe le diagnostic, de la personne en souffrance et donc comment les familles réagissent face à la souffrance de leurs proches. Il y a beaucoup de familles qui rapportent un sentiment de choc et de surprise avec beaucoup de panique, une incertitude, une remise en question avec un sentiment de responsabilité et puis des sentiments variés, de la culpabilité, de l'impuissance, de la tristesse, mais aussi de la colère qui est aussi une émotion valide dans ces circonstances. De la colère contre le contexte, contre les soins ou parfois contre le proche aussi. Les proches, mettaient rapidement en place, des réactions pour mettre leurs proches en sécurité et puis, décrivaient un état d'alerte et d'hypervigilance pour surveiller que leurs proches allaient bien, qu'ils n'allaient pas passer à l'acte à nouveau ou que voilà, qu'ils seraient ensuite en sécurité. Et puis il y avait aussi une impression de fardeau familial avec un retentissement physique et psychologique qui est retrouvé, dans la plupart des études, concernant les aidants familiaux finalement de maladies psychiatriques ou de maladies somatiques aussi, de maladies, physiques. Et puis ça qui est moins présent dans les aidants de maladies physiques, mais un sentiment de stigmatisation et de honte qui peuvent entraver, la personne aidante, dans sa recherche d'aide et dans ce qu'il pourra, est-ce qu'il pourra en parler à d'autres personnes autour de lui? Alors, on s'était dit qu'on essayait de répartir, l'intervention en 3 parties. Je pense que là, c'est la fin de ma première partie avant de passer à mon étude. S'il y a déjà des questions sur cette première partie, je peux déjà y répondre. À titre personnel, moi, je n'ai reçu pour le moment, hein, depuis le début, pas de nouvelles questions que celles que je vous ai envoyées, que nous avions reçues au préalable. Donc, D'accord. les réactions, en fait, si on veut peut-être juste compléter par rapport à cette partie-là, Oui. euh,
C'est peut-être la première question de celle que je vous avais envoyée. Vous savez, il y avait quelqu'un qui nous avait Mhm. demandé si on pouvait parler ouvertement de crise ou de suicide à nos enfants. Ah, ben, alors ça sera ma troisième partie. Pardon, alors Je ne vais excusez-moi, pas vous excusez-moi. spoiler, mais vous verrez, Pas de souci, on en parlera et c'est une question essentielle et j'y insisterai beaucoup. ça marche, ça marche. Moi, j'ai une Ok. question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, docteur. Donc, vous avez évoqué la réaction des familles. Est-ce que vous avez identifié une réaction particulière au sujet des frères et sœurs, de la fratrie? C'est une très bonne question. Vous verrez, c'est aussi une des ouvertures de mon travail de thèse, puisqu'il y a dans mon étude et dans certaines autres études aussi, les parents font part des réactions des fratries, du proche en souffrance, et notamment des remaniements familiaux et puis des inquiétudes finalement des frères et sœurs. Il n'y a pas encore beaucoup d'études, à ma connaissance, qui étudient spécifiquement l'expérience des frères et sœurs, bien qu'à mon avis, ça soit essentiel et qu'il faille aussi, que les professionnels devraient plus les inclure dans les prises en charge. Je sais qu'il y a certaines unités où il y a des groupes fratries, justement, pour parler de ce qu'ils peuvent avoir comme retentissement de la souffrance de leurs proches. Mais oui, c'est un sujet essentiel aussi. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, je vais donc passer à mon étude. Donc c'est l'étude que j'ai réalisée pour la soutenance de ma thèse, donc l'année dernière, qui était une étude qualitative de l'expérience des parents d'adolescents ayant été hospitalisés pour crise suicidaire. Qualitative, et ça veut dire que c'est une étude dans laquelle nous n'avons pas cherché de chiffres, de statistiques, de prévalence, de pourcentage, etc. Mais c'était l'étude de récits de participants pour avoir une idée un peu plus précise de leur vécu, de leur expérience. Alors, la crise suicidaire, j'en avais pas parlé tout à l'heure. J'ai encore une fois emprunté cette diapositive au professeur Joland parce qu'il explique très bien les idées suicidaires, les comportements suicidaires. La crise suicidaire est une trajectoire qui va d'un sentiment d'échec à une impression d'impasse, avec l'élaboration d'idées suicidaires qui sont de plus en plus envahissantes et jusqu'à un éventuel passage à l'acte. Cette crise suicidaire, ça traduit finalement un dépassement des capacités d'ajustement du sujet. Et il est connu, c'est prouvé, c'est un état temporaire et réversible de durée variable, quelques jours à plusieurs mois, et fluctuant. C'est-à-dire que même au sein d'une journée, il peut y avoir des fluctuations. Et alors là, vous voyez l'image de l'entonnoir qui représente très bien la crise suicidaire. Au début, la personne va avoir beaucoup de solutions pour faire face à ces problèmes. Et les idées suicidaires, l'idée de se donner la mort, va n'être qu'une solution parmi beaucoup de solutions. Et puis, il va avoir des événements de vie négatifs qui vont susciter de plus en plus d'émotions négatives, un sentiment d'échec, une douleur morale et psychique, des ruminations et des pensées qui vont devenir de plus en plus obsessionnelles. Ça veut dire qu'elles vont prendre de plus en plus de place et le sujet va avoir du mal à penser à autre chose. Le désespoir va augmenter et donc c'est là qu'il y a les idées suicidaires qui au début sont plutôt vagues, c'est une option parmi d'autres et puis de plus en plus prégnante et on voit que c'est justement cette image d'entonnoir qui se rétrécit avec le nombre de solutions alternatives qui diminue progressivement jusqu'à ce que de mettre fin à ces jours ne soit plus que la seule option envisagée par la personne et c'est là qu'il va y avoir la transition et le passage à l'acte suicidaire qui peut conduire donc soit à la résolution de la crise, soit il peut y avoir une persistance des idées suicidaires, soit au décès. À savoir qu'à chacune de ces étapes, il peut y avoir une résolution de la crise. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent être mises en place à chacun de ces stades, pour qu'il y ait de nouveau un nombre de solutions alternatives qui soit augmenté, pour que le suicide ne soit plus la seule option. Dans mon étude, je m'étais donc intéressée à la symptomatologie suicidaire chez les adolescents. Il faut savoir que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans en France. Et avec la pandémie à Covid, il y a eu une augmentation des gestes suicidaires.
Alors, je fais la distinction là, je précise, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de suicides. Il n'y a pas eu plus de morts par suicide parmi les adolescents, mais plus de passages aux urgences pour des tentatives de suicide, plus de gestes suicidaires. Et cela a été vrai chez les 11-14 ans comme chez les 15-17 ans et ça s'est maintenu puisque vous voyez la courbe noire représente l'année 2023 et il y avait encore des taux bien plus élevés que l'année 2020 qui est en jaune. Donc c'est bien sûr la symptomatologie suicidaire, une question de santé publique, qui préoccupe beaucoup, les politiques et les médecins et les proches. L'objectif de notre étude était d'explorer l'expérience des parents de l'hospitalisation de leur adolescent en pédopsychiatrie pour crise suicidaire, avec comme but de mieux appréhender la place des familles dans les soins du jeune et d'identifier leurs difficultés et leurs besoins, et tout ça afin d'améliorer l'accompagnement et de l'adolescent et de ses parents dans ce contexte. Puisqu'on sait que finalement, d'accompagner ses parents, ça va aussi permettre de mieux accompagner l'adolescent. Rapidement, la méthodologie de cette recherche, c'était donc, comme je le disais tout à l'heure, une étude qualitative, donc qui s'intéressait à l'expérience de participants, transversale, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y avait pas de suivi dans le temps, observationnelle, il n'y avait pas d'intervention, et puis exploratoire. L'inclusion s'est faite dans 2 services de psychiatrie de l'adolescent en Île-de-France. Pour être recruté, il fallait être parent d'un adolescent de 11 ans à 18 ans qui avait été hospitalisé en pédopsychiatrie dans les 6 mois avant l'inclusion pour un contexte de crise suicidaire. Le recueil des données s'est fait à partir d'un guide d'entretien semi-structuré. Bon, ça, c'est des détails, mais c'était des entretiens individuels, en présentiel ou en visioconférence, donc avec un parent à la fois. Et puis, il y a eu une analyse selon une certaine méthode, avec aussi un groupe de chercheurs qui s'est réuni pour pouvoir réfléchir autour des thèmes qui étaient abordés par les participants. Un tableau qui résume les participants. On a pu inclure 13 participants, 8 mères et 5 pères, qui étaient des parents d'adolescents entre 12 et 18 ans. Il y avait surtout des parents de jeunes filles, ce qui est cohérent avec, l'épidémiologie des tentatives de suicide et non pas des suicides comme je le disais tout à l'heure. Il y a plus d'hommes qui mettent fin à leur jour, avec un suicide qu'on appelle abouti, c'est-à-dire qu'ils en décèdent et plus de femmes qui font des tentatives de suicide et qui n'en décèdent pas. Voilà et puis il y avait des diagnostics assez homogènes avec, surtout, des dépressions et parfois l'évocation de traits de personnalité, borderline. Peut-être qu'il y en a certains, de vous qui connaissent un peu justement cette symptomatologie-là, et notamment grâce à l'intervention pour connexion familiale, donc qui représente un mode, d'hyper-réactivité émotionnelle avec, des relations instables et donc, plus d'impulsivité. Les résultats ont été organisés selon 3 grands thèmes. La crise suicidaire qui représentait un bouleversement de l'équilibre parental et familial, l'hospitalisation qui représentait un accompagnement qui induisait de nouveaux remaniements et puis la poursuite de la construction d'un nouvel équilibre au-delà de l'hospitalisation. Et chacun de ces grands thèmes était divisé en 3 sous-parties selon les niveaux de remaniement des relations. Donc d'abord dans la relation du parent avec son adolescent, ensuite, dans toute la famille, donc dans la fratrie justement, avec les autres enfants, dans le couple et puis pour le parent lui-même. Donc la crise suicidaire représentait un bouleversement de l'équilibre parental et familial. Sur le plan de la relation du parent avec son enfant, ça modifiait les relations avec l'adolescent puisque ça venait souvent révéler un mal-être qui était passé inaperçu, que le parent n'avait pas vu, auparavant avec, comme je le disais tout à l'heure, une sensation de surprise, de choc et d'incompréhension et puis parfois, chez certains participants, un sentiment de colère. Il y avait, un participant qui rapportait que ça avait été difficile après de parler à son adolescent après le passage à l'acte, parce qu'il lui en voulait d'avoir fait ce passage à l'acte. Pour d'autres parents, ils rapportaient au contraire un rapprochement avec l'adolescent. Cette crise suicidaire avait un impact aussi sur l'ensemble des membres de la famille et sur leurs liens. Les parents rapportaient une diminution de leur disponibilité pour la fratrie. Ils se disaient donc très préoccupés pour, l'adolescent qui avait fait ce passage à l'acte, qui diminuait
comme je le disais, le temps qu'il pouvait passer avec la fratrie et l'attention qu'il pouvait avoir pour les frères et sœurs de l'adolescent. Et puis, chaque membre de leur famille était impacté de façon différente, qui pouvait parfois générer une sensation de rupture, entre les différents membres de la famille ou au contraire une solidarité. Et notamment, c'était le cas au sein du couple où, certains parents pouvaient décrire que chacun avait, des émotions assez différentes, et des gestions, une façon de gérer ses émotions différentes aussi, ce qui générait finalement plutôt du stress dans la relation. Et puis le parent était bouleversé et se remettait lui-même en question avec un sentiment de culpabilité, d'impuissance et d'échec, une remise en question de ses compétences parentales, et puis de la famille, de l'équilibre familial. Et puis tout ça induisait finalement une réaction de mobilisation puisque les parents essayaient, d'être plus présents auprès de l'adolescent, hem, pour essayer de le protéger. Et ça, notamment dans l'attente d'une hospitalisation. Et donc pendant l'hospitalisation, il y avait, c'était représenté comme un temps d'accompagnement qui induisait là aussi de nouveaux remaniements sur les 3 nouveaux, niveaux à nouveau, avec une modification des relations avec l'adolescent. Alors cela, notamment par la séparation avec l'adolescent puisque alors que le parent s'était adapté, pour être plus présent auprès de l'adolescent, là, il y avait une séparation. Et puis par les soins, notamment plusieurs, parents rapportaient, l'impression de mieux comprendre l'adolescent grâce à l'espace de parole qui était représenté par l'hospitalisation. Certains parents évoquaient la séparation comme plutôt bénéfique et puis d'autres comme plutôt douloureuse avec, donc l'impression de ne plus pouvoir aider l'adolescent alors que jusqu'à présent il s'était beaucoup investi à ses côtés. Et puis, plusieurs parents rapportaient aussi s'être adaptés à la demande de lien de l'adolescent. C'est-à-dire qu'ils l'appelaient ou ils venaient lui rendre visite selon ses demandes et sinon ils lui laissaient plus d'espace, ce qui permettait finalement de se reconnecter en profitant des moments qui étaient choisis par l'un et par l'autre. Je note aussi le vécu, d'un participant, qui notait l'impression d'avoir été déchu finalement de ses fonctions parentales par l'hospitalisation. Puisque ce n'était plus lui qui était, responsable, de la santé et du bien-être de son adolescent, il y avait quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Cette hospitalisation réorganisait aussi les liens familiaux et là aussi par 2 processus, par la séparation. Et puis par les entretiens familiaux qui étaient proposés. Alors il faut savoir que les unités dans lesquelles ont été, recrutés les participants proposaient, dans les 2 cas des entretiens familiaux réguliers et rencontraient la famille. Les parents rapportaient une impression de reconnexion finalement, à l'intérieur de la famille, d'apaisement avec une diminution du stress et puis une réémergence de temps pour le couple et puis pour les autres enfants, pour la fratrie. Il y avait une impression que les entretiens familiaux facilitaient la communication et notamment l'expression d'une colère parfois, soit venant, de l'adolescent, soit venant des parents et permettaient finalement de mieux se comprendre, même si plusieurs participants notaient l'impossibilité de tout dire en famille, de tout se dire, y compris quand c'est, encouragé et quand il y a un tiers qui est là pour accompagner le discours. Parfois, des choses sont toujours difficiles à dire, notamment par peur de vexer ou, de faire, de blesser l'un des membres de la famille ou par crainte du conflit aussi quand les avis divergeaient. Et puis l'hospitalisation, était pour le parent quand même, souvent un soulagement, et puis un soulagement aussi de trouver sa place. C'était un soulagement dans le sens où ça pouvait répondre à l'impuissance qui avait été ressentie auparavant. Avec l'impression que finalement il y avait un partage de responsabilités, donc qui peut être plus ou moins bien vécu, mais qui pour la plupart était plutôt, bénéfique. L'impression que, finalement, il y a d'autres personnes qui nous aident, pour soutenir, l'adolescent. Hem, il y avait une sensation de collaboration avec une impression d'avoir été intégré malgré tout aux soins, notamment grâce aux entretiens familiaux, ce qui permettait d'avoir confiance, envers les soins et de lâcher prise progressivement. Tout ça était aussi teinté d'une certaine ambivalence néanmoins, avec, toujours le sentiment de culpabilité et d'échec, notamment, d'échec d'être arrivé jusqu'à l'hospitalisation et d'avoir eu besoin d'aide pour aider son proche.
Et puis, vers la fin de l'hospitalisation se dessinaient là aussi des sentiments un peu ambivalents entre, l'envie que l'adolescent rentre à la maison et puis une inquiétude parce que certains parents sentaient que l'adolescent était encore fragile. Hem Et puis, au retour, à domicile, il s'agissait de continuer à construire un nouvel équilibre au-delà de l'hospitalisation. Dans la relation avec l'adolescent, l'adolescent n'allait pas totalement mieux. Il restait, une certaine souffrance, ce qui pouvait, générer une poursuite de l'inquiétude pour le parent, avec une alternance parfois entre de la compréhension et de l'empathie et puis parfois de la lassitude. De ces symptômes qui perduraient. Et puis les parents rapportaient aussi la difficulté de trouver un équilibre entre un cadre éducatif, il faut mettre des limites, il faut remettre un cadre éducatif autour de l'adolescent et en même temps il faut l'accompagner, il faut être bienveillant et empathique. Et comment on trouve un juste milieu entre ces 2 choses-là, alors qu'à l'hôpital ça semblait si simple et qu'il y avait quelqu'un qui venait représenter le cadre? Hem Et puis les parents, soulignaient aussi, avoir réussi à trouver des stratégies pour éviter un nouvel épisode. Notamment, des techniques de communication avec l'adolescent. Alors, il y avait, un participant qui racontait qu'ils avaient mis en place la technique du bonnet rouge. Donc si l'adolescent allait mal, il mettait son bonnet rouge et ça voulait signifier qu'il allait mal même s'il n'arrivait pas à en parler. Ça pouvait générer après une communication. Le parent restait dans un état d'hypervigilance bien souvent, et donc parfois pouvait continuer à cacher des objets notamment. Et puis en famille, il s'agissait de rechercher une nouvelle harmonie familiale, alors que tout le monde restait mobilisé, y compris la fratrie. Plusieurs parents rapportaient un sentiment de cohésion et de reconstruction après ce qui avait été vécu finalement comme un chaos. Hem et puis l'attention, envers la fratrie, c'est-à-dire il faut rester disponible. L'adolescent est revenu à la maison et on a tendance à être très préoccupé pour lui, mais on fait attention à rester disponible aussi pour la fratrie que plusieurs, parents sentaient fragilisés par ce qui s'était passé. Et puis donc plusieurs parents, décrivaient l'envie qu'il y ait une prise en charge familiale avec les frères et sœurs justement, qu'ils se sentaient fragilisés et impliqués finalement dans la situation. Et puis au sein du couple, plusieurs parents rapportaient, soit des situations dans lesquelles, il était possible de se soutenir au sein du couple et d'autres où au contraire il devenait difficile de communiquer par des vécus différents, des émotions différentes. Et puis pour le parent lui-même, il s'agissait d'aménager un équilibre personnel entre l'inquiétude qui persistait et puis un lâcher prise. Il y avait une prise de conscience que l'hospitalisation était insuffisante, avec une forte déception et puis finalement une prise de conscience de la temporalité des soins, dont l'hospitalisation ne représentait finalement qu'une étape, mais les soins allaient devoir se poursuivre et tout n'était pas résolu avec l'hospitalisation. Plusieurs participants notaient aussi les conséquences que toute cette souffrance et toute cette mobilisation avait sur leurs vies socio-professionnelles. Ce qui générait parfois un sentiment de colère avec plusieurs parents qui disaient que ça avait un peu, amoindri leur vie sociale aussi à l'extérieur, avec un sentiment d'isolement finalement. Les fluctuations de la symptomatologie de l'adolescent généraient chez le parent un sentiment d'insécurité, avec des difficultés à se projeter dans l'avenir, et puis toujours la crainte d'un nouveau passage à l'acte. Et devant toutes ces inquiétudes, certains parents évoquaient la nécessité de se protéger, soit en mettant en place un suivi psychologique pour eux-mêmes, soit en prenant la décision d'arrêter de s'adapter constamment à l'adolescent, en prenant de la distance, en prenant du recul et en acceptant finalement une certaine forme d'impuissance. Donc en résumé de ces résultats, la crise suicidaire de l'adolescent bouleverse le parent et l'ensemble de la famille en suscitant des émotions qui sont diverses et en remaniant les relations familiales. Ces changements sont dynamiques et se poursuivent pendant puis au-delà de l'hospitalisation. L'hospitalisation était donc perçue majoritairement dans cette étude comme un temps d'accompagnement qui était nécessaire à un certain moment, qui soulageait le parent mais qui était insuffisant finalement. Et les parents ont besoin de soutien et d'aide dans leurs compétences parentales pour soutenir leur enfant tout au long du processus que représente la crise suicidaire, qui ne se termine pas finalement à l'hospitalisation. Hem,
après cette étude, nous avions décidé de discuter de certains points, notamment de la place de l'hospitalisation dans la crise suicidaire de l'adolescent, puisque comme je pense que vous le savez, dans le contexte de crise, sanitaire, il y a de moins en moins de places d'hospitalisation, de moins en moins, de soignants, avec une demande de soins en pédopsychiatrie qui a été augmentée. Et donc comment on peut faire en sorte, de trouver d'autres solutions, des solutions alternatives, sachant que peut-être qu'en ambulatoire, on peut trouver, d'autres méthodes d'aider et d'accompagner l'adolescent et sa famille. Et donc il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à cette question, qui ont mis en place des interventions, par exemple, de psychoéducation aux urgences, de thérapie multisystémique à domicile, donc c'est-à-dire qu'ils prenaient en compte, et le système familial et l'école et tous ces systèmes un peu qui gravitent autour de l'adolescent. Et puis d'autres systèmes de recontact rapide et des interventions familiales. Et ces interventions-là montraient une diminution du nombre d'hospitalisations, et parfois aussi une diminution du nombre de tentatives de suicide. Donc cela sans passer par l'hospitalisation. Et puis, ce dont, on se rend compte avec cette étude et qui a été montré dans d'autres études aussi, c'est la nécessité d'accompagner les parents dans leurs compétences. Et donc là encore, plusieurs chercheurs ont mis en place des interventions, comme des groupes de soutien et de psychoéducation, mais aussi des plateformes de partage sur internet et des supports écrits de guidance parentale. Et ces 2 dernières, initiatives sont importantes puisque plusieurs études ont montré aussi que les proches, de personnes qui souffrent, peuvent avoir du mal à aller solliciter activement de l'aide. Et donc de savoir qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place et qui sont à disposition, ça peut être d'un grand ressort pour si jamais, il y a l'impression qu'on a besoin de solliciter quelque chose sans demander de l'aide. Et puis un autre point de discussion, qui m'a semblé être un résultat, intéressant de cette étude, c'était l'évolution du vécu d'impuissance et de la lutte pour le contrôle vers une tendance au lâcher prise et à l'acceptation de l'impuissance. Et ça, je me suis dit que c'était peut-être, commun, à pas seulement à la crise suicidaire, mais aussi aux maladies psychiatriques et psychiques. Hem et ça fait appel à la notion de rétablissement familial, qui a été introduite par Steve Dubois, au Canada. Vous en entendrez peut-être parler dans des interventions, qui vont suivre plus tard dans les cas France. Et donc, Steve Dubois décrit le rétablissement familial en 5 étapes. D'abord le choc et le déni, le désespoir, l'espoir et la remise en question et puis la volonté d'agir avec du courage et la responsabilisation et le pouvoir d'agir. Ce qu'on décrit en anglais par le terme empowerment qui veut dire l'autonomisation et donc là où la personne retrouve une autonomie pour, même si il ne s'agit pas de guérison, il s'agit de pouvoir faire avec les troubles et de pouvoir, retrouver une qualité de vie et une volonté de faire pour trouver un équilibre. Comment je fais avec ces troubles-là et avec ceux qui persistent. Ces 5 étapes sont pas forcément chronologiques, parfois on peut revenir d'une étape à l'autre, et ressemblent un peu, je sais, j'ai entendu que vous aviez eu aussi des interventions sur le rétablissement, en psychiatrie, de quelqu'un qui souffre d'une maladie psychiatrique et donc ça fait appel aussi à ce rétablissement-là, mais pour la famille qui traverserait aussi ces étapes. Les perspectives de cette étude, c'était d'élargir le recrutement à d'autres structures de pédopsychiatrie parce que là, il s'agissait de 2 structures spécialisées en psychiatrie de l'adolescent et pas en psychiatrie de secteur notamment, en secteur pédopsychiatrique, ce qui peut être des expériences, différentes et puis d'explorer l'expérience des fratries d'adolescents suicidaires, et donc je reviens à la question de tout à l'heure, puisqu'on se rend bien compte que plusieurs parents évoquent, le retentissement aussi sur la fratrie, non seulement de, leur relation entre les parents et la fratrie, mais aussi des fratries eux-mêmes qui sont, affectés par la souffrance de leurs proches. Et puis 2 perspectives, de prise en charge que j'avais proposées. Les pères aidants famille, ce qui moi m'intéresse beaucoup et que je pense qu'il y a un avenir, aussi bien, dans le monde associatif, comme, toutes les associations comme Promesse, comme l'UNAFAM, comme, Connexion familiale et puis aussi des pères aidants famille professionnels, qui commencent à apparaître en France. On est bien en retard,
et qui permettent de partager un savoir expérientiel et qui sont présents, notamment sur les lieux de soins, qui peuvent permettre justement, que les proches sollicitent plus facilement une aide. Et puis la thérapie multifamiliale qui est une thérapie qui réunit plusieurs familles finalement, dont un des membres souffre d'un trouble commun, donc les troubles sont communs entre les familles et puis qui utilise des techniques de psychoéducation, mais aussi des échanges avec des pairs qui souffrent de la même situation et puis des techniques de thérapie, familiale et interfamiliale. Quelques limites de cette étude pour notre sujet, d'aujourd'hui, puisque ça avait été aussi notre questionnement sur la pertinence de cette étude pour vous. Hem, la population étudiée dans cette étude était des adolescents qui n'avaient pas de diagnostic, posé de maladie psychiatrique, autres que des traits de personnalité ou parfois, une dépression, mais qui n'avaient pas, par exemple, de troubles bipolaires ou de troubles schizophréniques. Hem, il y avait certains adolescents qui, justement, souffraient d'une personnalité limite, qui peut déclencher des idées suicidaires un peu plus chroniques et donc peut-être que c'est pas la même expérience pour les parents qui ont, un proche qui a des idées suicidaires un peu chroniques, un peu au long terme et des parents qui sont confrontés à un proche qui souffre d'une maladie psychiatrique avec des idées suicidaires, qui sont, centrées autour de crises suicidaires, mais qui autrement ne sont pas présentes. Et puis l'évolution de ces adolescents, puisqu'il n'y a pas eu de suivi dans le temps, peut-être que ces passages à l'acte et ces mal-être étaient finalement le début d'une maladie psychiatrique qui allait se déclarer plus tard. Voilà, j'ai fini pour cette partie-là. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu plus de questions sur cette deuxième partie. Oui, c'est clair. En fait, pour vous dire la vérité, docteur, au tout début, on avait un petit problème pour, recueillir les questions. Mais ça y est, ça a remarché. Ça a pas duré très longtemps, mais au début, on n'avait pas de on ne recevait pas les questions des D'accord. participants. Ça y est, là, on en a quelques-unes justement, celles qu'on a reçues, c'est peut-être intéressant, de les regarder maintenant. Par Oui. exemple, enfin, il me semble, mais dites-moi si c'est après. On a une première question de Pascal qui nous demande, est-ce qu'on a fait une différence? Est-ce qu'il y a une différence à faire entre une tentative de suicide et une crise suicidaire? Ou est-ce qu'on parle de la même chose, et on utilise un vocabulaire Alors différent? oui, alors je vous remets le schéma de tout à l'heure avec l'entonnoir qui, moi, me parle beaucoup. J'espère qu'à vous aussi, il vous semble clair, ce schéma. Hem et donc sur ce schéma, on montre que finalement, les idées suicidaires apparaissent quand on a l'impression que la mort devient une solution possible aux problèmes et à la souffrance qu'on a, au désespoir qu'on expérimente. Et donc les idées suicidaires arrivent à ce moment-là. Les idées suicidaires, c'est donc le fait de penser à se donner la mort. Et puis la crise suicidaire, ça sera vraiment ce processus où on a des idées suicidaires qui commencent à devenir de plus en plus intenses, de plus en plus importantes et on a l'impression que finalement, il y a de moins en moins de solutions autres que la mort pour répondre à ce problème et à cette souffrance. Et donc ça, c'est vraiment la crise suicidaire, hem, où vraiment il y a il y a moins de solutions alternatives. On ne pense plus qu'aux idées suicidaires progressivement, ça peut être plus ou moins envahissant. Et puis il y a plusieurs méthodes de résolution. Une crise suicidaire peut se résoudre par différents moyens, soit par de l'aide, soit spontanément parce que c'est fluctuant et que finalement il y a d'autres événements qui sont arrivés, que les événements de vie négatifs prennent moins de place, que voilà, il y a eu d'autres soutiens. Donc dans ce cas-là, la crise est résolue et il n'y a pas eu de passage à l'acte. Soit il peut y avoir un acte suicidaire, et donc une tentative de suicide, c'est-à-dire tenter de mettre fin à ses jours et de se suicider. Et donc ça sera une tentative de suicide, si ça n'aboutit pas au décès. Si ça aboutit au décès, ça sera un suicide. En fait, la Est-ce que crise c'est clair? suicidaire, dites-moi si j'ai bien compris, la crise Oui, dites-moi. suicidaire, c'est un peu un paroxysme des idées suicidaires, en fait? C'est ça. C'est le moment de l'entonnoir où finalement ça se réduit progressivement et il y a plus que l'idée suicidaire qui est au centre. Il y a plus que cette Qui domine? alternative-là. D'accord.
D'accord, d'accord, OK. Et alors ça, c'est pour ceux qui expriment leur idée suicidaire, mais il y en a certains, et ça, c'est la question de Didier, qui n'expriment rien, qui ne le disent pas. Est-ce que c'est plus ou moins grave? Est-ce que c'est vécu différemment selon chaque personne ou, Alors, est-ce que c'est plus ou moins grave? de l'exprimer, de le Le dire? but, ça sera justement que le patient puisse exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Je dirais que les patients, qui expriment ou qui n'expriment pas, leurs idées suicidaires, s'ils ont des idées suicidaires et qu'ils sont en crise suicidaire, ils ont le même vécu de désespoir et de solitude. C'est un vécu partagé. Il y en a qui vont pouvoir le en faire part à d'autres personnes et là, peut-être que ça fera partie, finalement d'une diminution de ce mal-être et de cette sensation de solitude et c'est justement ce qu'on va chercher dans les interventions. Hem, mais ça veut pas dire on peut pas dire que, plus un patient est en souffrance, moins il en parlera. Je pense pas que ça soit généralisable. Il y a des personnes qui souffrent et qui souffrent terriblement et qui peuvent en parler parce qu'elles ont appris que c'était possible d'en parler, qu'elles savent qu'elles peuvent être entendues et qu'elles peuvent être écoutées et il y en a d'autres qui ne vont pas réussir à en parler parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour ça ou que ça va être une honte ou que ça va être stigmatisé, par exemple, que ça va être jugé. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que, heu, une personne n'arrive pas à parler de son mal-être, mais je ne suis pas sûre que ça veuille dire qu'il y a, des échelles de gravité entre celui qui va réussir à en parler et celui qui n'en parlera pas. D'accord. OK, 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 bah, c'est très clair. Et après, il y a tout un groupe de questions, par contre, qui étaient arrivées que là, nous avions revues au préalable, mais je vais vous laisser peut-être continuer parce que c'est peut-être la suite de votre présentation. D'accord. C'est qu'est-ce que nous, en tant qu'accompagnants, on peut faire? Mais je ne sais pas Ah bah, si c'est dans super, votre présent. j'y arrive. J'ai fait la transition. OK. Alors, je reprends mon diaporama. Donc, tout d'abord, j'ai fait une recherche pour chercher des articles et des recherches qui s'intéressaient à des interventions qui incluaient les proches, de personnes en souffrance psychique, et qui évaluaient, le risque suicidaire. Donc est-ce que d'inclure les proches et les familles, d'un patient, qui a des idées suicidaires, ça va prévenir ce risque suicidaire? Et donc, j'ai cité là 2 études différentes qui montrent l'impact protecteur sur le risque suicidaire de l'intégration des proches par différentes interventions, par le soutien perçu par le patient, ainsi que par le lien avec les réseaux d'aide et de soins. C'est-à-dire que l'inclusion des proches va permettre aux proches de mieux entendre ou de mieux comprendre, la souffrance, de la personne et aussi de faire le lien avec les réseaux d'aide de soins, ce qui va aider, la personne en souffrance et prévenir, le risque suicidaire. Et puis pour le patient, l'inclusion des proches dans les soins permet une réduction des rechutes, donc ça c'était, spécifique aux troubles schizophréniques et une augmentation de l'adhésion aux soins et aux traitements et on avait vu, souvenez-vous, au début de l'intervention, que l'adhésion aux soins et aux traitements était un facteur protecteur, du risque suicidaire. Donc finalement, les interventions qui incluent les proches montrent que, d'impliquer les proches, dans les soins, ça permet de prévenir au moins en partie le risque suicidaire. Ça a une efficacité sur ça. Et puis, du coup, j'ai trouvé une étude qui s'intéressait, aux résultats, de Profamille. Et donc de la prévention du risque suicidaire dans la maladie, dans la schizophrénie, avec l'importance de la psychoéducation des familles. C'était une étude qui était réalisée auprès de 1 209 personnes qui avaient participé donc au programme Profamille et qui évaluait les tentatives de suicide par un auto-questionnaire qui était renseigné par le proche participant à Profamille. Donc le proche participant remplissait un questionnaire sur, la symptomatologie de son proche qui souffrait de maladie schizophrénique, de troubles schizophréniques, hem, qui parlait des 12 mois avant le début du programme de psychoéducation et puis ensuite à la fin des 12 mois, à la fin du programme de psychoéducation, il y avait, 12 mois et puis on réévaluait avec un auto-questionnaire si le proche avait eu des tentatives de suicide
Et donc cette étude montrait qu'il y avait une réduction significative de 6,4% à 2,4% du taux des tentatives de suicide au cours des 12 mois suivant le programme de psychoéducation de Profamille. Donc donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les programmes de psychoéducation comme Profamille et ce travail-là de réseau de pères aidants famille, de partage expérientiel est utile aussi pour le proche, pour, le, pour, le, pour la personne souffrant de troubles schizophréniques. On communique mieux avec lui, en fait. Exactement. Quelques fausses idées sur le suicide qui sont très courantes. La première, qu'on entend partout et sur laquelle on est éduqué dès notre première année, dès qu'on commence à faire des études en psychiatrie, c'est le fait de penser que parler d'idées suicidaires peut provoquer des idées suicidaires. C'est faux. Ça a été prouvé et reprouvé. Parler d'idées suicidaires, premièrement, ne donne pas des idées suicidaires à quelqu'un qui n'en a pas. Deuxièmement, n'intensifie pas les idées suicidaires de quelqu'un qui en a déjà. Et troisièmement, n'incite pas un passage à l'acte chez quelqu'un qui en a déjà. Donc, il est essentiel de parler d'idées suicidaires et il est possible de parler d'idées suicidaires. Une autre fausse idée, ça serait que tous les propos sur le suicide ne sont pas à prendre au sérieux. Parfois, on entend parler de menaces suicidaires, etc. C'est encore une fois faux. Même si parfois, on a l'impression que c'est pas vraiment la question, que c'est pas le suicide la question, mais que c'est une souffrance autre. Des propos suicidaires, dans tous les cas, marquent la souffrance et le désespoir de quelqu'un. Même si c'est des propos qui sont répétés, ça veut dire que cette personne se sent encore seule, se sent encore désespérée. Et il faut y faire attention et il faut le prendre au sérieux. Et puis une dernière fausse idée, ça serait qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui est suicidaire. Et là, encore une fois, c'est faux et heureusement, on peut aider quelqu'un qui est suicidaire, soit par des techniques de prévention, soit après par des techniques d'accompagnement. Et heureusement. Je vous ai mis là quelques signes d'alerte du risque suicidaire. C'est des signes généraux dans n'importe quelle maladie psychiatrique. Je tiens à préciser, avant de faire toute cette liste qui paraît énorme et qui peut inquiéter, que ce n'est pas la présence d'un symptôme que je vais citer ou d'un des signes que je vais citer qui veut dire que votre proche est suicidaire. On évalue surtout le risque suicidaire par un changement de comportement et c'est vous qui savez le mieux comment est votre proche et ce qui a changé et donc ce qui peut être inquiétant pour lui. Et puis, il y a aussi certains symptômes, là, certains signes qui peuvent être des signes d'alerte de risque suicidaire, comme le retrait, l'isolement, etc., qui peuvent être confondus notamment dans le trouble schizophrénique avec les symptômes négatifs dont vous avez certainement entendu parler, avec ce repli, cet isolement, voilà, cette perte d'énergie, etc. Et puis avec, ça peut être aussi avec les symptômes dépressifs, donc c'est difficile de faire la part des choses par moment. Donc, quelques signes d'alerte, ça peut être l'évocation à l'écrit ou à l'oral de la mort, du suicide, d'automutilation ou de testament, par exemple. Ça peut être des propos un peu passifs. Dans quelque temps, je vous embêterai plus. Vous serez enfin soulagé, vous n'aurez plus à vous occuper de moi. Ça peut être des propos plus actifs. J'en peux plus, moi je préférerais être mort. Et puis ça peut être le fait donc de préparer un testament, de préparer, d'organiser les choses administratives, qui font penser que peut-être que là, quelque chose se prépare. La recherche de méthodes pour se suicider, comme l'accumulation de médicaments par exemple, l'achat d'armes, alors c'est moins le cas en France, ou d'autres moyens, la détresse avec la dévalorisation, la perte d'espoir et la perte d'intérêt et de sens à la vie. Parfois, ça peut se traduire par de la colère avec une recherche de revanche. Et vous voyez bien, là, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère et recherche une revanche qu'il a un risque suicidaire. La mise en danger avec des comportements dangereux, la sensation d'être pris au piège, l'augmentation de consommation toxique. Et là encore, j'avais vu passer une question sur ce sujet avant le début de l'intervention, mais
L'augmentation de toxiques ne veut pas forcément dire qu'il y a un risque suicidaire. C'est aussi en fonction de votre bon sens et de comment vous connaissez votre proche que vous allez savoir, ce que ça veut dire aussi et plus ou moins vous inquiéter. Le retrait social, l'isolement ou le repli, l'anxiété, l'agitation, l'insomnie ou au contraire le refuge dans le sommeil et puis les changements brutaux d'humeur. Donc ces signes, je le rappelle, ne sont pas spécifiques d'un risque suicidaire et c'est à vous de vous faire confiance sur ce que vous connaissez de votre proche. Et j'ai bien conscience que ce que je vous dis là, c'est compliqué à faire. Je sais bien que c'est pas évident de faire la part des choses. Quelques outils pour les proches d'une personne qui a des idées suicidaires. Alors je l'ai mis en rouge et en gras et en premier élément parce que c'est essentiel. Avant tout, prendre soin de soi. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un qui est en souffrance si on ne se sent pas bien nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que quand on a à faire face à quelqu'un, un proche qui a des idées suicidaires, il faut savoir demander de l'aide même si c'est pas facile. Et pour cela, il faut que, il y ait un mouvement un peu de déstigmatisation aussi, qui fasse que les proches n'aient pas honte de demander de l'aide pour ce sujet-là. Et puis, vous n'êtes pas responsable des idées suicidaires, mais vous pouvez représenter un facteur protecteur des conduites suicidaires. Je tiens à le préciser parce que je vais dans les diapositives suivantes, vous donner des conseils de ce que vous pouvez faire et vous pouvez le faire que si vous en êtes capable, et c'est là que vous pouvez représenter un facteur protecteur, mais vous ne le faites pas parce que vous en êtes responsable. Hem, vous n'êtes pas responsable, mais vous pouvez aider. Donc des outils concrets, ça peut être donc déjà de reconnaître des signes d'alerte, comme je vous disais, en interprétant selon ce que vous connaissez de votre proche. Tendre la main et puis se rendre disponible. Ça veut dire aussi exprimer vos inquiétudes et exprimer vos inquiétudes à la première personne, c'est-à-dire: «Je suis inquiet, j'ai l'impression que tu vas moins bien». Hem Et non, des propos, qui sont tournés à la deuxième personne. «Tu fais n'importe quoi, tu te mets en danger, tu t'inquiètes», qui sont des propos qui peuvent, attaquer, la personne qui va mal et qui ne vont pas, encourager finalement le dialogue. Alors que partir de soi et de ce qu'on ressent, c'est ce qui permettra peut-être d'établir, une conversation avec la personne en souffrance. Donc se montrer disponible avec le proche permet de diminuer le sentiment d'isolement de la personne et ce sentiment d'isolement fait partie de la crise suicidaire et des idées suicidaires. Et donc déjà là, vous voyez que vous commencez à agir sur la crise suicidaire. Être à l'écoute et valider le vécu et donc pas de jugement ou de banalisation. Pas de jugement, c'est-à-dire: «Mais non, qu'est-ce que tu dis? C'est n'importe quoi, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, imagine le mal que tu ferais», ou banalisation: «Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, il y a plein de personnes qui ont des idées suicidaires». Là encore, vous voyez bien que, ça ne favorise pas, le vécu le vécu que peut avoir une personne de se sentir écoutée. Et au contraire, ça peut encore, accentuer, son sentiment d'isolement. «Ah ben on me comprend pas. Mince, j'ai essayé d'exprimer, mon vécu, mais en fait personne ne m'écoute, personne ne comprend à quel point je vais mal». Et donc, à l'inverse, il faut être à l'écoute et valider le vécu. Valider, c'est-à-dire: «Ah oui, j'entends que c'est très difficile ce que tu traverses en ce moment. Ça doit être très douloureux ce que tu vis en ce moment». Et puis aborder la question du suicide, comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible de poser la question directement. Donc: «J'ai l'impression que tu vas moins bien ces derniers temps, je m'inquiète pour toi. Est-ce que ça t'arrive de penser à la mort en ce moment? Est-ce que tu penses à te faire du mal?» Ce sont des questions qui peuvent être posées. Et à l'inverse de générer des idées suicidaires ou de les accentuer ou de pousser à un passage à l'acte, ça va encore une fois briser l'isolement, puisque le proche va se rendre compte qu'on peut parler de ce sujet et ce n'est pas une honte de parler de ça et d'avoir ces idées suicidaires. On peut en parler, cette personne est prête à m'écouter et à entendre, elle n'a pas peur d'entendre ma souffrance et donc je peux partager en fait ce que je ressens. Et puis questionner sur la présence de plans suicidaires.
Alors ça va être de poser des questions sur est-ce qu'il y a des moyens qui ont été, pensés par la personne en souffrance? Et est-ce qu'il y a une date, par exemple? Donc ça peut être des questions très simples. Oui, tu dis que tu as pensé à te donner la mort, mais tu as pensé à comment te donner la mort? Hem, est-ce que tu as pensé à une date? Est-ce que tu as l'impression que tu vas te faire du mal dans les prochains jours? Voilà, ce sont des questions, qui peuvent être formulées. Il n'y a pas une bonne formulation, pas du tout, hein. C'est à vous de voir selon la relation que vous avez, selon votre personnalité, selon ce que vous êtes capable aussi de poser comme question et de dire. Mais il faut se rassurer sur le fait que, hem, ces questions ne sont pas graves et peuvent aider et elles sont utiles, elles sont même indispensables. Et donc questionner sur la présence de plans, c'est ce qui va permettre finalement de savoir où en est, la personne en souffrance, par rapport à cet entonnoir dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que cette personne a des idées suicidaires, mais finalement elle est tout en haut de l'entonnoir et donc il y a quelques idées suicidaires, mais il y a encore plein de solutions alternatives? Ou est-ce qu'au contraire elle est vers le fond, la fin de l'entonnoir? Est-ce que finalement ça devient la seule idée qui se répète en boucle et la seule solution pour mettre fin à ses souffrances? Et donc en fonction de ces critères-là, vous allez pouvoir, mettre en place des choses différentes. S'il y a une inquiétude concernant un passage à l'acte imminent avec des critères d'urgence, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'il y a quand même une forte intention de se suicider, les idées suicidaires ont l'air de prendre beaucoup, beaucoup de place. Il n'y a pas trop d'autres alternatives quand vous en discutez, ou il y a une évocation d'un plan ou d'un scénario de suicide avec un accès aux moyens de suicide, par exemple des médicaments qui sont à disposition ou qui ont déjà été cachés, et il y a une planification du geste dans les 24 à 48 heures. C'est un critère d'urgence. Il faut faire quelque chose maintenant. Il faut sécuriser le domicile, c'est-à-dire, mettre à distance, les objets qui peuvent être, les méthodes suicidaires, c'est-à-dire les traitements, une corde, n'importe quoi, bloquer les accès aux fenêtres, mettre un meuble, bouger un meuble devant une fenêtre, des choses comme ça. Vous pouvez le dire à votre proche, c'est-à-dire, tu m'as dit que toi tu pensais à te faire du mal de cette façon-là, je vais essayer de te protéger en faisant ça, en prenant les médicaments pour l'instant parce que, voilà, je suis inquiet. Hem, on sait qu'il y a plusieurs études, ça a été, prouvé, plusieurs fois, hem, que le fait de retirer l'accès aux moyens de suicide prévient le risque suicidaire. En général, les personnes ont un scénario. Bon, il y a pas de vérité absolue, hein, encore une fois, mais souvent, il y a un scénario qui est décidé et qui est élaboré et donc si on entrave ce scénario, ça va permettre d'ouvrir une petite porte, un petit temps comme ça, où on va pouvoir se poser la question et réessayer de trouver une alternative au suicide. Rester présent, bien sûr, parfois avec des relais, avec d'autres personnes et cetera. Et puis contacter donc un service d'urgence ou conduire directement la personne aux urgences pour qu'il y ait une évaluation et qu'il y ait des soins qui soient mis en place là, dans l'urgence. Si au contraire, il y a pas ces critères d'urgence, mais qu'il y a quand même des idées suicidaires, il faut aussi faire quelque chose. Donner de l'espoir. Alors donner de l'espoir, ça veut pas dire: «Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va aller». Là encore, vous voyez bien, ça refait appel à ce que j'ai dit plus tard, c'est une banalisation de la souffrance. Donner de l'espoir, ça peut être de montrer qu'on a confiance, au en les capacités du proche et par exemple, hem, je pense qu'on va pouvoir, trouver des solutions ensemble. Moi, je suis là pour t'aider. Je pense qu'on va pouvoir dépasser ça, mais il faut qu'on trouve des solutions pour t'aider à traverser tout ça. Et donc ça permet d'ouvrir finalement une porte vers une autre solution et est-ce qu'il y aurait une autre voie pour s'échapper de cette période-là de crise suicidaire et des idées suicidaires? Proposer un plan de sécurité, alors ça je vais vous en parler, dans la diapositive suivante. Aider le proche à solliciter des soins, je sais que c'est pas toujours facile. Je sais que parfois, certaines personnes, qui sont en grande souffrance ne veulent pas recevoir d'aide et que là, les proches se retrouvent très impuissants parce qu'ils veulent, fortement aider et qu'ils perçoivent le mal-être de leurs proches.
Et donc ça va être de discuter, de faire entendre que vous comprenez la souffrance de l'autre. Hem, Parfois ça peut mener à un discours d'escalade et de dispute finalement. «Il faut que tu y ailles». «Bah non, moi j'irai pas». «Mais oui, mais il faut que tu y ailles» et donc c'est stérile. Une autre façon, ça peut être de dire: «Mais moi j'entends que là en ce moment ça va pas bien du tout. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions ensemble? À quel moment on se dit qu'il faut vraiment solliciter des soins? Qu'est-ce que tu m'autorises à faire pour t'aider? Est-ce que» bon voilà. Et puis surtout ne pas s'engager à garder le secret. Au contraire, ne pas rester seul, puisque vous allez avoir besoin d'aide aussi vous tout seul. Vous vous allez avoir besoin d'aide et vous n'êtes pas ce n'est pas possible de rester tout seul avec ce poids-là. Alors le plan de sécurité, c'est un outil très utile, qui peut être utilisé alors pas pendant la crise suicidaire parce que pendant la crise suicidaire, comme on a vu, on est déjà dans l'entonnoir, les possibilités, diminuent progressivement et donc on est envahi par les idées suicidaires et on a du mal à penser à des alternatives. Les idées finalement se brouillent comme si la pensée était un peu bloquée et il y avait finalement, moins d'alternatives, on a du mal à penser à autre chose. Le plan de sécurité, il est à établir en dehors de la crise suicidaire, heu il est justement fait pour que lors d'une période d'envahissement comme ça, où il y a de plus en plus d'idées suicidaires, où on a du mal à penser à autre chose, il y a une solution avec, des interventions concrètes qui vont pouvoir aider. On va pouvoir se rapporter à ces décisions-là, à cette liste-là, quand on est envahi, pour nous ramener à quelque chose de concret. Hem et donc ce plan de sécurité est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'énumérer les signes qui indiquent qu'une crise suicidaire peut se développer. Donc là, les personnes, peuvent mettre, «Moi, quand je me sens suicidaire, je sens que je commence à m'isoler, c'est j'ai plus d'idées suicidaires dans ce contexte-là» et cetera. Donc identifier à quel moment ça peut arriver, à quel moment je me sens plus susceptible, plus sensible d'avoir des idées suicidaires et comment ça se manifeste. Est-ce que je sens que je commence à avoir une boule qui se resserre? Est-ce que, je commence à paniquer, à être très angoissée? Voilà. L'étape numéro 2, ça va être d'énumérer des stratégies d'adaptation qui peuvent être utilisées par la personne elle-même pour se calmer et pour diminuer ses idées suicidaires et donc ça va être, selon les personnes, d'écouter de la musique, de regarder un film, d'aller faire du sport, de faire des caresses au chien, de voilà, il y a plusieurs solutions. C'est vraiment des solutions simples qu'il faut trouver, des solutions qui sont faisables. Ça peut être même des solutions qui sont faisables selon quel contexte. Par exemple, si ça m'arrive et que je suis, à la maison, je peux faire ça et ça et ça, mais si ça m'arrive et que je suis pas à la maison ou que je suis au travail, je peux faire ça et ça et ça. Parce que parfois, c'est pas les mêmes possibilités selon l'endroit où on est. La troisième étape, ça va être de dresser la liste des lieux, des activités sociales, aussi des personnes, qui peuvent être ressources pour se distraire des idées suicidaires. Je sais que quand j'appelle, untel, ça me fait rire et puis finalement, après, j'y pense un peu moins, ça me fait du bien et donc ça peut être de mettre, le numéro de téléphone puisque comme je vous disais tout à l'heure, quand on a des idées suicidaires qui deviennent de plus en plus envahissantes, on n'a plus la capacité et la flexibilité pour aller chercher les informations. Donc d'avoir tout concentré sur un papier, ça permet d'avoir toutes les ressources pour pouvoir se mobiliser et mettre en place toutes ces techniques-là. Donc je sais que quand je commence à me sentir mal, je peux appeler untel et ça me distrait. La prochaine étape, c'est les personnes à qui je peux demander de l'aide. Et donc c'est plus les personnes qui me distraient, c'est celles à qui je peux parler de mon mal-être. Parfois, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes personnes. Et donc là, c'est pareil, il va y avoir une liste avec les noms et les numéros de téléphone et donc plusieurs noms puisque parfois, il y a des personnes qui sont pas disponibles. Si, quelqu'un n'est pas disponible, qui est-ce que j'appelle? Et puis finalement, ça n'a pas marché, j'arrive à l'étape 5. Quels sont les professionnels ou les structures de soins que je peux contacter en cas de crise? Le nom, le téléphone, quels critères? Vous voyez que là, il y a la ligne d'écoute aussi, le 31 14 dont je vous parlerai après. L'étape 6, ça va toujours pas, je suis encore à la maison, je sécurise mon environnement et donc ça, c'est les mesures à prendre pour la sécurité, retirer les objets susceptibles d'être utilisés et cetera, limiter leur accès.
Et donc ça, c'est pareil, le fait de l'avoir écrit, ça permettra à la personne en souffrance de pouvoir mettre en place cette technique-là. Et puis, en dernière étape, des raisons de vivre, des raisons qui me font plaisir, des proches, des événements positifs, etc., qui peuvent me permettre de repenser à pourquoi je suis encore en vie. Et puis, si toutes les étapes ne permettent toujours pas de diminuer ces idées suicidaires, finalement, il faut appeler le 15 ou le 18 et demander de l'aide. Ce plan de sécurité, il peut être élaboré par un patient seul, mais la technique la plus efficace, et c'est là que la famille et les proches interviennent, c'est que ça peut être élaboré ensemble et ça peut être réfléchi ensemble. Et c'est là que ça devient une richesse finalement, puisqu'on peut réfléchir ensemble à, on sait qu'il y a des moments où tu vas pas bien et où ça te déborde et où c'est difficile de contrôler tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place dans ces moments-là? Et donc, on réfléchit un peu à toutes les étapes ensemble. Donc, s'il y avait quelques messages à retenir de mon intervention, qui me semblent essentiels et que j'aimerais qu'ils soient diffusés et qu'ils soient connus, prendre soin d'un proche souffrant d'une maladie mentale est éprouvant, ça on le sait, vous le savez. On commence à le connaître un peu partout. Euh, les vécus d'impuissance, de détresse et de colère, c'est totalement valide, c'est normal. Et donc, il faut savoir prendre soin de soi en tant que proche aidant pour aider l'autre. C'est l'image de mettre d'abord son propre masque à oxygène. Vous savez, quand on prend l'avion, qu'il y a les consignes de sécurité en cas d'accident, en cas de dépressurisation, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène pour pouvoir aider l'autre. Parce que bien sûr, si on n'a pas mis son masque à oxygène et qu'on n'a plus d'oxygène, on ne peut pas aider l'autre. Donc c'est un peu cette image qui est assez parlante, je trouve. C'est pareil pour prendre soin de quelqu'un d'autre qui est en souffrance sur le plan psychique. La famille peut constituer un facteur protecteur du suicide. Et puis vraiment, parler d'idées suicidaires ne les déclenche pas, mais peut les prévenir. Je vous mets là quelques ressources qui sont à votre disposition. Alors des sites internet, dites je suis là, où là vous avez quelques conseils, notamment pour intervenir en cas de crise suicidaire d'un proche. Le 3114, il y a et un site internet avec des techniques, etc., et un numéro qui est gratuit, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des professionnels qui sont formés au suicide, aux idées suicidaires, pour accompagner et les personnes souffrant en souffrance psychique et les accompagnants et les aidants. Donc c'est par exemple un numéro vers lequel vous pouvez vous tourner si vous avez discuté avec votre proche et qu'il y a des idées suicidaires, mais que vous avez du mal à évaluer si c'est une urgence ou pas, et parce que vous aussi, vous pouvez être débordé aussi par des émotions, ça peut aussi susciter des émotions. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais que mon proche a des idées suicidaires, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je n'arrive pas à savoir si c'est urgent ou pas, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et bien, ce numéro-là peut vous aider à savoir vers où vous pouvez orienter votre proche et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis le site internet infosuicide.org, c'est ce site-là où j'ai d'ailleurs trouvé le plan de sécurité que vous pourrez retrouver aussi pour le faire avec votre proche. Et puis cette application-là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me semble être une ressource très intéressante, voire indispensable, qui est une application donc, sur le portable, ce qui peut être plus pratique pour certaines personnes qui sont plus sur leur portable que sur une liste écrite. Ça s'appelle Hop Ma Liste. Ça a été développé par une équipe d'Angers, par l'hôpital d'Angers, pour prévenir le risque suicidaire. Et donc là, vous retrouvez la liste de secours où la personne va rentrer les différentes étapes, va rentrer aux différentes étapes les critères dont on a parlé, donc les signes qui veulent dire que j'ai plus d'idées suicidaires, quelle personne je contacte, etc. Et vous rentrez dedans, dans l'application, le numéro de la personne que vous pouvez joindre. Donc ça rassemble toutes les informations pour, comme je vous disais, que dans le moment de crise suicidaire, on n'a plus qu'une idée en tête, ça permet de mettre en place des stratégies très techniques, très, très, j'ai perdu mon mot, très technique, très, très intuitive de prise en charge. Et puis, dans cette application-là, vous avez donc cette liste de secours que vous pouvez même partager, que la personne peut même partager en PDF à ses proches.
Et donc, par exemple, si vous êtes une personne ressource qui est sur cette liste-là, vous pouvez relire un peu la liste avec ce proche-là qui est en mal-être et revoir s'il a refait les étapes, qu'est-ce qu'on peut refaire d'autre, et cetera. Mais dans cette application, il y a aussi un journal dans lequel il est proposé, à la personne de d'écrire, 3 éléments positifs d'une journée, par exemple, et les personnes qui étaient présentes et avec qui ça s'est bien passé. Des éléments positifs pour se raccrocher justement à des éléments qui ont fait du bien. Une boîte personnelle où là, on peut rentrer des musiques, des vidéos, des citations, et cetera. Donc qui peut être aussi une petite boîte à outils, pour la personne en souffrance qu'elle peut, à à laquelle elle peut avoir accès, comme ça, juste en cliquant sur l'application. Ah ben, là, j'en suis à l'étape, quoi, de à l'étape 2 de ma liste de secours et je vais écouter la musique et la musique, elle est juste là dans l'application. Et puis, il y a un onglet ressources où là, justement, il y a des ressources, notamment des numéros, et cetera. Donc c'est un outil qui me paraît très intéressant, pour ceux qui notamment, sont à l'aise avec leur téléphone et ont plus, de facilité à utiliser leur téléphone. Heu, voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je sais Alors, que l'intervention n'était pas facile. Que parler du suicide, ce n'est pas facile. Encore une fois, c'est vous qui savez le mieux, reconnaître les signes chez votre proche, c'est vous qui le connaissez le mieux. J'espère qu'avec ces petits outils, vous aurez un peu plus d'aide et d'idées pour savoir que faire face aux symptômes comme ça suicidaires de votre proche, parce que je sais que ça peut aussi, paralyser et ça peut effrayer aussi d'être confronté à tout ça chez un proche. docteur, pardon de vous interrompre, mais merci beaucoup pour tous ces conseils précieux. Avant de conclure, je voudrais passer la parole à Nathalie, qui peut-être a des questions auxquelles vous n'aurez pas répondu, mais j'ai l'impression que vous avez fait une présentation extrêmement exhaustive. Dense. Nathalie, est-ce que tu as relevé Alors, des... j'ai repéré des catégories de questions dont on n'a pas trop parlé, et notamment les interventions auprès des profs dans les collèges. Est-ce que vous avez moyen, vous, d'intervenir auprès des profs? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ce lien-là? Voilà, ça c'est une première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie aussi de questions, c'est les équipes hospitalières qui ne partagent rien, enfin, a priori, en tout cas dans ce qui a été vécu là, ne partagent pas tellement avec nous ce qui se passe pour notre enfant quand il est en réa, sous prétexte qu'il faut son accord alors que ben, il est en réa, quoi, il ne peut pas le donner. Mmh. Voilà, c'est deux des grands thèmes qui, peut-être, ce serait peut-être pas mal si vous aviez 2 minutes pour nous en dire un mot. Oui, alors pour les interventions dans les collèges, je sais qu'il y a certaines équipes qui le font, des équipes de liaison, notamment parfois des psychologues et des infirmiers, qui vont dans les collèges, pour permettre de la prévention et puis aussi de dépister, des adolescents qui pourraient être en souffrance. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire pendant ma formation, pendant mon internat. Je sais que ça existe dans certaines régions, dans certains hôpitaux. Je sais qu'il y a aussi des programmes de prévention, qui ont été mis en place pour former les professionnels qui sont au contact des adolescents justement au repérage de signes comme ça suicidaires, de signes de mal-être, et cetera. Je Par ne sais pas à exemple, quel point c'est très diffusé tout ça, mais c'est sûr que c'est important que et que ça ça doit faire existe. ouais. Je m'excuse. En fait, la personne qui nous pose la question, elle travaille à la direction, enfin, elle est personnelle de direction dans un collège. Donc, ça veut dire que elle, si elle pense qu'il y a nécessité par rapport à son collège d'intervenir, elle peut s'adresser au CHU du secteur dont Ça elle peut dépend. être Ça pourrait être, une bonne initiative. Après, j'imagine que dans le contexte actuel de sous-effectif des soignants et cetera, je ne sais pas à quel point ça pourra être mené à bien, mais ça pourrait être une bonne Oui, c'est vrai. initiative. Je pense que les réseaux de soins, psychiatriques, psychologiques devraient travailler plus en coopération avec les collèges, et avec les lycées. Hem, mais peut-être aussi cette notion de psychoéducation des personnels travaillant, auprès d'adolescents,
C'est des formations pour, justement, pour ces personnes-là, pour repérer les risques suicidaires et je pense que ça peut être aussi un outil, assez intéressant. J'essaierai de retrouver le nom, spécifique et peut-être que je vous le transmettrai à vous et vous pourrez le faire suivre, Bien sûr, on pourra le considérer. Et Ça puis marche. pour la question que j'avais lue, qui m'a touchée, hein, sur cette question du secret médical quand un proche est en réanimation et qu'on n'arrive pas à avoir d'informations. J'imagine la douleur que ça peut être pour un parent et pour un proche dans cette situation. Alors il y a la loi du secret médical qui fait que les professionnels, normalement, n'ont pas le droit de livrer des informations, dans le cas d'un majeur, hein, d'un patient majeur, à l'entourage, sauf en cas de pronostic, engagé, hem et n'ont le droit de le faire même en cas de pronostic engagé et de pathologie grave que si, le patient n'a pas donné son désaccord. Ça, je pense que, si j'ai bien compris, vous allez avoir une intervention avec le docteur Cantero sur le secret médical. Je pense qu'il saura dire Oui, tout à beaucoup fait. plus de choses que moi sur ça. Je pense qu'il y a en effet, des lois assez strictes sur ça, qui sont compréhensibles parce que j'imagine qu'il y a eu des situations dans lesquelles il y avait trop d'informations qui étaient données aussi à l'entourage et que ça portait préjudice, aux patients. Hem, Après dans la pratique, ce qu'on fait, ce qu'on a tendance à faire en psychiatrie, c'est de proposer justement les entretiens familiaux. Ça permet de donner des informations aux proches en présence du patient qui peut choisir ce dont on va parler ou pas. Mais ça avec un patient avec quelqu'un qui est en réanimation, c'est un peu plus difficile donc là je laisserai le docteur Cantero peut-être, vous donner plus d'informations sur tout ça et sur, quelles sont les alternatives et cetera. Nathalie, tu vois autre chose? Pardon, j'avais désactivé le son. Non, il y a des petites questions auxquelles on n'a pas complètement répondu, mais c'est plutôt des questions un peu plus personnelles et donc on a souvent eu comme décision de pas répondre à ces questions personnelles. Là, quelqu'un a publié, nous a donné aussi le lien sur le plan de sécurité que vous avez montré. Donc, on va peut-être aussi, vous nous direz si on peut ou pas le mettre. Je pense que oui, si on l'a trouvé sur. Ah oui, oui, bien sûr, Oui, on c'est peut le vraiment un publier. outil qui me paraît essentiel à partager, je pense que ça peut vraiment aider et la personne en souffrance et puis, les proches puisque ça peut, constituer un projet un peu ensemble et permettre de parler justement sur tout ça. Pour Ok, des personnes, des proches qui auraient du mal à parler des idées suicidaires et à parler de tout ça avec leurs proches, justement, ça peut être, un moyen d'en parler plus facilement, cette ça histoire. marche. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a fait le tour. Dominique, je te laisse. Bah, écoutez, Prendre- docteur, moi, voilà, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe de Promesse pour votre présence, votre gentillesse, votre expertise et vous dire que nous vous sommes reconnaissants d'avoir accepté d'intervenir, de répondre aux interrogations de nos adhérents avec, je trouve, clarté, délicatesse et en plus une présentation particulièrement imagée et compréhensible. Voilà, pour un sujet éminemment euh, difficile, douloureux, avec bien sûr de l'affect. Je pense que c'est quelque chose auquel nous, proches de malades, on pense toujours. Donc c'était vraiment bien d'en parler. Et puis, je voulais aussi remercier naturellement Dominique qui est en backup et Nathalie pour ta disponibilité, ta réactivité en animant ce débat. Et puis, tous nos auditeurs aujourd'hui euh, pour leur présence et vous dire que nous allons mettre sur le site le lien de l'intervention dans quelques semaines. Ça nous prend toujours un petit peu de temps et que vous pourrez voir en replay et puis diffuser autour de vous si vous pensez que certaines personnes seraient susceptibles d'en avoir besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci à tous.